bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur, oui, On peut! Bonjour, je suis content de vous voir. Devinez ce qui se trouve à côté de moi. Ça a des murs et un toit, des fenêtres et aussi une porte. Oui, c'est une maison. Aujourd'hui, vous allez voir comment on construit une maison. Bonjour Bob. Oh, bonjour les amis. Bonjour Rouleau. Bonjour les oiseaux. C'est mon ami Cui-Cui et ses deux meilleurs copains. Ils aimeraient en savoir plus sur la construction des maisons parce que pour eux, c'est comme un nid. On dort dedans toute la nuit. Et pendant la journée, tu restes dedans pour surveiller tes œufs. C'est vrai que les maisons ressemblent à des nids. Et pour découvrir comment on les construit, nous allons sur un chantier. Rock'n'roll! Voilà mon ordinateur. Je vais vous montrer plusieurs films d'affilée. Ils vous montreront tout ce que vous devez savoir. Bon, vous êtes prêts? D'abord, on doit faire des plans. Sur ce film, vous me voyez en train de faire des plans, justement. À chaque fois que je dois construire quelque chose, je dessine un plan avant. Et souvent, ensuite, je l'accroche à un tableau pour que toute mon équipe puisse le voir. Mais parfois, je le dessine sur une simple feuille de papier. Et de temps en temps, je consulte un livre spécial avec plein de plans dedans. Ça m'explique tout ce que je dois savoir sur ce que je veux construire. Ça, c'est le plan d'une maison. Et ça, c'est le plan de l'usine que j'ai construite dans la vallée des Tournesols. Même si j'ai déjà construit beaucoup de bâtiments, à chaque fois que je commence un nouveau chantier, je dessine un plan. Comme ça, je sais exactement ce qu'il faut faire et dans quel ordre. Il faut être très précis quand on dessine un plan. C'est important que toute l'équipe comprenne comment on va procéder. Là, c'est moi en train de dessiner. Je fais en sorte que ce soit bien clair pour tout le monde. Enfin là, je ne fais pas de plan. Je dessine les montagnes et ma chère vallée. Alors, qu'en pensez-vous ? Ici, c'est Zoé qui dessine un plan. Un plan d'une maison. C'est assez clair, vous ne trouvez pas? Vous devinez ce que je fais là? Je construis une maquette. Une maquette, c'est une sorte de plan en 3 dimensions. Ce n'est pas un dessin, ça montre exactement où chaque élément doit aller. Ceci est une maquette de la vallée des Tournesols. Et maintenant, partons sur un vrai chantier. Je vais vous montrer à quoi ressemble le plan d'une maison. En voilà un, justement. L'homme qui l'a dessiné est un architecte. Et avec son doigt, il montre où va aller chaque élément. Sur ce dessin, on voit la future maison vue d'en haut. C'est comme si vous étiez un oiseau et que vous regardiez la maison du ciel. Donc là, c'est la cuisine, là, c'est le salon, et ici, c'est la salle de bain. Tout est dessiné sur le plan. Sur ce dessin, vous pouvez voir le devant de la maison. Vous voyez les murs, le toit, les fenêtres et les portes. Comme vous l'avez remarqué, rien n'a été oublié. Maintenant, allons voir comment on se sert de ces plans sur le chantier. Ces hommes sont en train de construire une maison. Il y en a un qui a les plans dans sa main. Vous le voyez ? Ici, on les voit en train de regarder un plan pour vérifier où les éléments doivent être installés. Il vérifie plus d'une fois pour être sûr que tout est bien à sa place. Lui aussi se sert du plan de la maison. Il l'a même emporté avec lui sur le toit. Comme ça, il peut le regarder à chaque fois qu'il en a envie. Donc, si vous voulez construire une maison, il vous faut un plan. Comme ça, vous savez où se trouve chaque élément de la maison. Passons à l'étape suivante. Je vais vous montrer comment on construit une maison. Ça se fait en 3 étapes. Étape numéro 1, les fondations. Étape numéro 2, les murs. Et étape numéro 3, le toit. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Parfait. Mettons-nous au travail. Oh, bonjour petit camion. Tu veux nous aider? Je suis sûr que je vais te trouver quelque chose à faire. Très bien.
Commençons par la première étape, les fondations. Pour faire des fondations, on creuse un grand trou dans le sol et on le remplit avec du béton. C'est ce que Scoop et Ben sont en train de faire. Les fondations doivent être très solides car la maison reposera dessus. Merci les amis. Ensuite, il nous faut beaucoup de béton pour remplir le trou. Bonjour Tumbler. Oh, rebonjour petit camion. Si je t'ai trouvé quelque chose à faire, eh bien, tu pourrais aller chercher du ciment pour que Tumbler le transforme en béton. Oh là là, tu es rapide. Merci Tumbler. Merci petit camion. Une fois que le béton a été versé dans le trou, on attend une semaine pour qu'il sèche et durcisse. Mais ça vaut la peine, parce qu'après, il est très dur. Assez dur pour soutenir toute une maison. Bien, passons à la seconde étape, les murs. Pour construire un mur, il faut d'abord une charpente. La charpente est souvent faite avec des poutres en bois. On les assemble pour avoir la forme de la future maison. Merci Coxigru. Une fois que la charpente est terminée, on y cloue des panneaux de bois pour faire les murs. Encore toi, petit camion? Tu veux que je te confie un travail? Tu peux aller chercher des planches? Oh, merci, c'est très gentil. Maintenant que les murs en bois sont terminés, on les recouvre de béton pour que l'ensemble soit bien solide. Merci Tumbler. Voilà, l'étape numéro 2 est finie. On peut maintenant passer à la troisième étape, le toit. Le toit est fait avec des poutres lui aussi. Merci Coxigru. Ah, tu tombes bien. Cette fois-ci, j'ai vraiment un travail à te confier. Le toit n'est pas encore terminé. Il y a du vide entre chaque poutre. On va avoir besoin de tuiles pour colmater les trous. Tu peux aller en chercher? Décidément, tu es rapide. On met des tuiles sur le toit pour protéger la maison de la pluie et du vent. Et voilà, le toit est terminé. Nous avons respecté les 3 étapes. Les fondations, les murs et le toit. Tu sais quoi, petit camion? Il manque peut-être quelque chose à cette maison. Et tu sais ce que c'est? Oui, un garage. Pour toi, bien sûr. Oui, merci pour ton aide. Maintenant, on sait qu'il y a 3 étapes pour construire une maison. Oh, bien sûr, il nous faut une autre chose avant même de commencer à construire. Et qu'est-ce que c'est? Un terrain propre et bien dégagé. Et pour cela, il faut, parfois, passer par une phase de démolition. Souvent, quand il y a un bâtiment dont personne ne veut plus, on doit le détruire. Ça s'appelle la phase de démolition. Que je vous explique. Les constructions sont très solides, donc on a besoin d'équipements spéciaux pour les démolir, comme la pince de Coxigru. Ce n'est pas facile de démolir des murs en briques. Les briques sont collées les unes aux autres avec du ciment et l'ensemble est très solide. Ici, c'est moi en train de démolir les murs d'une maison. Pour commencer, j'ai dû enlever le papier peint. Ensuite, je me suis occupé des briques. Je me suis servi d'une masse. C'est une espèce de gros marteau. Quand on démolit des murs en briques, on fait bien attention à ne pas les jeter et à les conserver quelque part. Parce qu'on risque d'en avoir besoin plus tard pour construire autre chose. Donc, ça c'est la phase de démolition. On démolit un bâtiment qui ne sert plus à personne pour pouvoir en construire un neuf qui sera beaucoup mieux. Retournons sur un vrai chantier. Je suis sûr que l'on va apprendre plein d'autres choses. Ce camion pelleteuse est en train de démolir une maison. Elle est trop vieille, plus personne n'habite dedans. On va pouvoir en construire une plus moderne au même endroit. C'est du travail de démolir une maison. On a intérêt à avoir une machine assez puissante pour nous aider. Lui, c'est le conducteur. Il a l'habitude de manier des grosses pelleteuses, donc il va vite. On ne peut pas tout démolir d'un coup, il faut y aller petit à petit. Et voilà, un mur en moins. Là, c'est une partie du toit qui s'en va. Cet homme arrose la vieille maison pour qu'il n'y ait pas trop de poussière dans l'air. Et croyez-moi, quand vous démolissez une maison, la poussière, ce n'est pas ce qui manque. Il ne reste plus qu'une partie à démolir. Ouf, c'est bientôt fini. Et voilà. Ça y est, c'est fini. On va se repasser le film à une vitesse accélérée.
terrain est dégagé, on passe à la première étape, les fondations. Je vais vous passer un film sur mes machines. Quel genre de machine doit-on utiliser pour faire les fondations? Nous devons creuser un grand trou. Donc, quelle machine dans mon équipe adore creuser des trous? Oui, c'est Scoop. Scoop adore creuser des trous. Et il a une grande pelle devant et une plus petite derrière, ce qui est assez pratique. Scoop travaille beaucoup pour moi. Une fois, il a même creusé tout un pan d'une colline. Il fait des grands tas de terre sur les chantiers. Je peux toujours compter sur lui. Il est précis, costaud et délicat. Et ça, c'est qui? Il a une énorme pelle sur le devant. Oui, c'est Ben. Ben adore lui aussi creuser des trous. Et en plus, il travaille très vite. Il travaille souvent avec Scoop. Quand j'ai un gros chantier et que le travail doit être fait rapidement, Scoop et Ben travaillent ensemble, en binôme. Et ça va super vite. Voilà quelqu'un d'autre qui m'est très utile quand je dois faire des fondations. Vous vous rappelez ce qui se passe après qu'on ait creusé le trou? C'est ça, on le remplit avec du béton. Et cette machine est très douée pour ce travail. Vous connaissez son nom? Oui, c'est Tumbler. Regardez-moi tout ce béton. Et ça, c'est qui? Oui, c'est Tourneboule, mon expert en ciment. Retournons sur un vrai chantier pour voir d'autres machines. Nous y voilà. Regardez-moi la taille de ce bras articulé. Avec sa pelle, il peut creuser très profondément. Voilà le conducteur. Ce camion pelleteuse est drôlement costaud. Le conducteur doit faire attention à creuser au bon endroit. Regardez la terre qu'il enlève du trou. Il doit la mettre dans ce camion benne qui ensuite l'emportera ailleurs. Cette pelle est vraiment gigantesque. Regardez toute la terre qu'elle arrive à enlever en une seule fois. Cette tractopelle est beaucoup plus petite, mais elle est aussi très pratique, surtout quand on veut creuser des petits trous. Voilà pourquoi sa pelle est plus petite. On a fini de creuser dans cette partie du terrain. Les machines vont aller creuser ailleurs. Tiens, voilà une autre machine. C'est un camion toupie, comme Tumbler. Il verse du béton qui passe dans ce long tuyau. Le béton passe d'abord dans ce long tuyau. Et après, il sort par là, à l'endroit où les ouvriers veulent qu'il se déverse. Le voilà qui sort justement, exactement là où l'on en a besoin. On a besoin de toutes ces machines. Maintenant, on va voir comment on fait des fondations. Allez, on retourne sur le chantier. Voici des fondations terminées. C'est énorme, n'est-ce pas? Vous voulez savoir comment on s'y est pris pour les faire? C'est simple. D'abord, on creuse des trous avec une pelleteuse ou une tractopelle. Les trous doivent être longs, profonds et étroits. Ça s'appelle des tranchées. Regardez, comme ça a l'air assez simple. Voici le conducteur. C'est lui qui dirige la pelle. Vous voyez ce qu'il fait? Il se sert de tous ses leviers pour manœuvrer le bras et la pelle. Comme ça, la pelle creuse exactement au bon endroit. Cette tranchée est terminée. Le conducteur va pouvoir aller en creuser une autre ailleurs. Et voilà le camion toupie qui arrive. Sa cuve est pleine de béton. Il recule pour se mettre au bon endroit. Et l'un des ouvriers installe un déversoir amovible appelé goulotte. Ça permet de faire couler le béton directement à l'endroit où on en a besoin. C'est par là qu'il va sortir de la cuve. Ce système permet d'être très précis. Tenez, on le voit qui se déverse. Cet ouvrier s'assure qu'il tombe bien au bon endroit. Sur ce plan, on le voit encore mieux. Le béton se déverse directement dans les tranchées et tout autour. Les ouvriers déplacent la goulotte un peu partout pour être sûr qu'il y ait bien du béton dans tous les coins. Ensuite,
On aplanit la couche de béton en utilisant cette longue pièce de bois. Regardez-moi tout ce béton. C'est fou ce qu'il y en a. C'est très important que la surface de béton soit bien plane. Donc, on utilise toutes sortes d'outils pour l'aplanir. Rappelez-vous, quand le béton sèche, il devient très dur. Et ce sera alors trop tard pour l'aplanir. Les ouvriers doivent profiter du fait qu'il est encore souple et mou pour l'aplanir le plus possible. Ça prend beaucoup de temps pour déverser tout le béton. Ces fondations vont être vraiment gigantesques. C'est une grande maison que l'on doit construire ici. La cuve du camion toupie est enfin vide. Plus de béton. Cette machine a terminé. Les ouvriers vont pouvoir enlever la goulotte et nettoyer le déversoir. Voilà un autre camion toupie qui prend le relais. Ils vont pouvoir continuer à faire le reste des fondations. Celui-là peut retourner au garage. Son travail est maintenant terminé. Et voilà à quoi ressemblent les fondations terminées. Le béton a séché et il est devenu très dur. La maison va pouvoir être construite dessus. Je me demande à quoi vont servir toutes ces poutres. On le découvrira plus tard. Ces fondations ont l'air d'être assez solides. La première étape est terminée. Vous vous rappelez en quoi consiste l'étape qui vient juste après? Exactement. On construit les murs. C'est ça la deuxième étape. Je vais vous montrer un film où l'on voit certains murs que nous avons construits. On a monté des murs en briques comme celui-ci. Mais celui-là, on l'a construit en bois. On s'est servi de gros rondins. Et quand on les empile, ça donne un mur. Ces murs-là ont été faits avec de grands panneaux en métal. Des panneaux pour les murs latéraux et d'autres pour la façade. Et encore d'autres pour le premier étage. Ces panneaux s'attachent les uns aux autres par un système de clips. Voilà un mur, puis un autre, encore un autre, et encore un dernier. Voilà une machine qui est très utile quand on construit un mur. Il est très doué pour transporter du matériel. Il est grand, il est costaud et il est rouge. Exact, c'est Packer. Packer est mon camion de livraison. Je m'en sers beaucoup quand je construis des murs, car il me livre tout ce dont j'ai besoin le plus vite possible. Comme du bois ou du béton, par exemple. Regardez-moi ce gros chargement. Moi tout seul, je ne suis pas capable de porter tout ça. C'est pour ça que j'ai besoin de Packer pour le faire à ma place. Mais il y a une autre machine qui peut m'être très utile pour aller chercher et transporter des choses plus petites. Vous savez qui c'est? Bien sûr, c'est Suzy. C'est mon chariot élévateur. Elle est très pratique pour charger des choses dans un camion. On a besoin de beaucoup de matériel pour construire les murs d'une maison. Du coup, c'est important d'avoir des machines qui vous aident. Retournons sur un vrai chantier pour voir tout le matériel qu'on peut y livrer. Il m'a l'air drôlement costaud ce camion de livraison. On dirait Packer. Et il apporte du bois. Oui, on en a besoin pour construire des murs. Et c'est pour ça que ce camion en livre une grande quantité. Cet ouvrier est en train de détacher les planches. On les a bien attachées pour les empêcher de tomber pendant le transport. C'est l'heure de livrer le bois. Et voilà. Ça va assez vite avec ce système de plateau à bascule. Une fois que le bois a été livré, les ouvriers le mettent au bon endroit. Comme ça, ils peuvent vite passer à l'étape suivante. Donc, voilà toutes les machines qui doivent intervenir. Maintenant, on va voir comment on construit des murs. Allez, on repart sur le chantier. Rock'n'roll! Vous vous rappelez tout le bois qui a été livré? Les ouvriers du bâtiment ont posé les poutres sur les fondations. Ils vont maintenant les couper pour les mettre à la bonne taille. Ensuite, ils vont les clouer les unes aux autres. Cet appareil est un marteau électrique qui cloue très rapidement. Mais les ouvriers utilisent aussi des marteaux ordinaires. Les dernières poutres sont en train d'être assemblées.
Il faut maintenant les relever. Et voilà, ça ressemble plus à un mur. C'est ce qu'on appelle une charpente. La charpente, c'est ce qui va servir de base pour donner une forme à quelque chose. Tout le reste va être construit dessus ou autour. Cette poutre s'appelle un contreventement. Elle est clouée en travers de la charpente pour bien consolider le tout. C'est important que tout soit à la bonne longueur. Ces boulons en métal sont là eux aussi pour que tout reste bien en place. Nous y voilà, la charpente de la maison est terminée. Et maintenant, que doit-on faire? Vous vous en souvenez? Oui, c'est ça, le béton. On asperge les murs avec du béton pour qu'ils soient encore plus durs et plus solides. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Cet ouvrier asperge le mur de béton. Vous voyez? Une fois que le béton est sur le mur, ils l'aplanissent pour que la surface soit bien plane. Les ouvriers du bâtiment utilisent un appareil spécial pour asperger le mur très rapidement. De cette façon, ils ne perdent pas de temps. Rappelez-vous, il faut travailler le béton avant qu'il ne sèche. Une fois que la première couche de béton a séché, les ouvriers en mettent une deuxième par-dessus. Ce béton est fait avec du sable, ce qui le rend plus mou. Ça s'appelle mettre de l'enduit ou aussi faire du crépi. Les gens veulent que leur maison soit solide, mais ils veulent aussi qu'elle soit jolie. Voilà pourquoi on met de l'enduit ou du crépi, pour que la façade de la maison ait l'air propre et jolie. Les ouvriers du bâtiment sont en train d'enduire tous les murs, même sur la cheminée. Regardez. Des briques ont aussi été livrées. En voilà un gros tas. Quand ils auront fini d'enduire les murs, les ouvriers vont utiliser les briques pour rendre les piliers encore plus beaux. Et ensuite, ils vont les peindre. Vous avez vu? Le résultat est vraiment magnifique. Bob, les oiseaux disent que ça ressemble beaucoup à la construction d'un nid. Eux aussi, ils assemblent des tas de petites choses, comme des brindilles. Pour faire les murs d'une maison, tu dois assembler aussi du bois, mais beaucoup plus gros. Apparemment, les oiseaux ont compris tout ce que je viens d'expliquer. Mais pour en être sûr, je préfère vous chanter une petite chanson. Allez, on y va. On récapitule tout depuis le début. C'est pas très compliqué. Comment construit-on une nouvelle maison? Restez, on va vous expliquer. On creuse un gros trou sur notre terrain pour faire les fondations et que ça tienne bien. On remplit le tout avec du béton, faut que ce soit solide et que ça plaise aux maçons. On récapitule tout depuis le début. C'est pas très compliqué. Comment construit-on une nouvelle maison? Restez, on va vous expliquer. On monte les murs, on utilise du bois, on assemble les parois. On va conclure, on a notre charpente, on prend du béton, on en met partout et puis c'est tout. C'est parfait, Rouleau. Bien. Vous vous rappelez ce que l'on doit faire à l'étape suivante? On va poser un toit. Je vais vous montrer un film où l'on me voit en train de construire des toits avec mon équipe. Là, je suis en train de poser des tuiles. Et là, on voit Coxigru qui m'aide à construire le toit d'un chalet. Elle, c'est mon amie Marjorie. Elle m'aide à poser un toit de chaume. C'est un toit fait avec de la paille dont on a enlevé le grain. Il faut faire très attention quand on pose un toit pareil, car la paille doit empêcher la pluie de passer à travers. Ce toit-là est fait de panneaux en métal. Et celui-ci est un peu spécial. On a mis des panneaux solaires dessus pour qu'ils transforment les rayons du soleil en électricité. Et revoilà Coxigru. Il m'aide à construire un toit avec des tuiles. C'est lui qui les soulève et qui me les passe pour que je les pose ensuite sur le toit. Coxigru est très doué pour soulever des choses. Voilà pourquoi je lui demande toujours de m'aider quand je construis un toit. Ah,
Ce jour-là, je posais un autre toit avec des panneaux solaires. Cette espèce de tissu bleu est très intéressant. Il est capable de transformer les rayons du soleil en électricité pour la maison. Et revoilà Coxigru. Ah, je ne sais pas comment je ferai sans lui pour poser un toit. Il faut dire que les toits sont toujours en haut d'une maison. À chaque fois que je construis un toit, je m'assure que Coxigru soit avec moi. C'est la meilleure des grues qui existent sur Terre. Allons sur un vrai chantier pour que je vous montre d'autres grues. Ah, c'est parfait. Regardez-moi celle-là. Elle a un énorme crochet, n'est-ce pas? Et admirez à quelle hauteur elle peut aller. Je me demande bien ce qu'ils vont accrocher à ce crochet. Pour commencer, les ouvriers du bâtiment doivent s'assurer que la grue est bien stable. C'est pour cela qu'ils utilisent ces drôles de pieds. J'ai hâte de voir ce que cette grue va soulever. Oh, regardez! C'est un gros morceau de charpente en bois. Le conducteur de la grue doit faire en sorte de le déposer au bon endroit. J'ai l'impression que c'est une partie d'un toit. Et voilà une autre grue. Celle-là fait partie d'un camion. Ça, c'est une sorte de tapis roulant qui monte jusqu'en haut. Ça permet de transporter les tuiles jusqu'au toit. En voilà encore une autre. Elle va sur un chantier. Et la revoilà. Elle va soulever toutes ces tuiles et les poser sur ce toit. Et maintenant, la voilà qui part sur un autre chantier. Donc, une grue, c'est la machine qu'il nous faut. Maintenant, vous allez voir comment on construit un toit. Allez, retournons sur le chantier. Voici un nouveau chantier. On va bientôt construire le toit de cette maison. Et nous savons déjà quelle machine va arriver pour nous aider, n'est-ce pas? C'est ça, une grue. Je me demande par quoi elle va commencer. Elle doit soulever cette charpente en bois. Regardez. Jusque-là, elle se débrouille très bien. Je me demande où va cette charpente. Oh, ces deux ouvriers l'attendent. Ah, ils vont la poser sur ces murs. C'est une partie du toit. Ils se servent de marteau pour la mettre en place. Vous reconnaissez cet appareil? C'est un marteau électrique. Cet homme mesure des planches pour être sûr qu'elles soient à la bonne taille. Regardons-les installer le toit. Vous êtes d'accord? Et maintenant, on passe aux autres parties du toit. Observez bien la grue. Ça avance bien. La charpente du toit a été posée. La charpente, c'est ce qui donne une forme à une chose, rappelez-vous. Et voilà un autre toit. Les ouvriers ont recouvert la charpente avec des panneaux en bois. Regardez bien, ils sont particuliers. Ils ont un côté brillant. C'est une astuce pour garder la chaleur à l'intérieur de la maison. Les ouvriers découpent les panneaux pour qu'ils aient la bonne forme. Il ne doit pas y avoir d'espace entre chaque panneau. Et quand tous les panneaux sont à leur place, on les cloue à la charpente pour qu'ils ne s'envolent pas au moindre coup de vent. Une fois que les panneaux ont été cloués, on met par-dessus ce que l'on appelle du feutre bitumé. C'est parfait pour empêcher la pluie de passer à travers le toit. Grâce à ça, la maison restera bien au sec. Les ouvriers doivent faire bien attention à ce que la pluie ne puisse pas traverser le toit.
Donc après le feutre bitumé, il pose ses tuiles un peu spéciales. Il faut recouvrir tout le toit. Ça prend beaucoup de temps pour les poser. Et quand c'est terminé, le travail est loin d'être fini, car il reste encore à poser ces tuiles solides et lourdes. Vous pouvez être sûr qu'après tout ça, la pluie ne passera pas à travers le toit. La grue aide à les transporter jusqu'au toit. En mettre sur toute la surface du toit. Et voilà, ça c'est un toit solide. La pluie n'a aucune chance. Cette fois-ci, on a terminé. Mais je vais vous montrer un autre film. Vous voyez ces enfants? Ils vont construire leur propre toit. Que vont-ils utiliser? Vous le savez? Oh, c'est un gigantesque drap. Pour commencer, ils l'étalent sur le sol. Mais un toit, ça va au-dessus de nos têtes. Alors comment vont-ils le soulever? Des pinces à linge! Mais pourquoi faire? Ah d'accord, ils accrochent chaque coin du drap à d'autres choses. Du coup, le drap n'est plus par terre. Maintenant, les enfants peuvent aller en dessous. Le drap leur sert de toit. Bien joué. C'est parfait pour se protéger du soleil. Il fait beaucoup plus frais sous le drap. Où va cette petite fille? Ah, j'ai l'impression qu'ils vont jouer dans leur cabane. En tout cas, ils sont bien à l'abri. Amusez-vous bien, les enfants. Maintenant, les 3 étapes sont terminées. Il ne reste plus que quelques détails à rajouter. Alors, on repart sur le chantier. Les ouvriers vont maintenant s'attaquer à l'intérieur de la maison. Pour commencer, ils font passer des tas de fils électriques et de tubes dans les murs. C'est une étape importante, car il doit y avoir de l'électricité dans toute la maison. Avec, on a de la lumière, on fait marcher le réfrigérateur, la télévision et tous les autres appareils électriques. Mais plein de fils partout, ce n'est pas très joli. Alors on les cache dans les murs. Comme ça, personne ne les voit. Que fait cet homme? Il découpe une paroi. Je me demande bien pourquoi. Vous le savez, vous? Mais oui, c'est ça, pour faire une fenêtre. Et ce trou-là, alors, c'est pourquoi? Mais bien sûr, une porte. La maison est presque terminée, mais il faut encore la peindre. Pour peindre, certains ouvriers utilisent un appareil spécial. D'autres préfèrent utiliser des pinceaux ou des rouleaux. Un pinceau, c'est plus pratique pour les petites surfaces. Ils doivent aussi peindre l'extérieur de la maison. Et voilà, il ne reste plus grand-chose à peindre. Le chantier est presque terminé. Nous avons vu comment on construisait une sorte de maison. Mais il en existe plein d'autres, tu t'en doutes bien. Il y a plein de sortes de maisons différentes et autant de façons particulières pour les construire. Comme la chaumière de l'épouvantail. Ça, c'est une maison très spéciale. Rappelle-toi ce qu'on a fait. J'avais décidé de construire une maison pour Monsieur Potager avec de la paille. Nous avons creusé des fondations comme d'habitude. Ensuite, j'ai construit la base des murs avec des pierres et du béton pour que l'ensemble soit bien solide. Quand cette étape-là a été finie, j'ai construit le reste des murs avec de la paille.
Évidemment, Potimarron était très intéressé. C'est normal après tout. Les épouvantails sont faits avec de la paille eux aussi. Après les murs, je me suis occupé du toit. Vous savez ce qu'on a installé ici? Non? Je vous laisse deviner. Ah, bravo, une porte. L'important, c'était que la maison soit solide. Alors on a mis du béton sur la paille. On a rajouté des fenêtres et on a fini le toit. Et à la fin du chantier, Monsieur Potager a fabriqué une chose avec la paille qui restait. Une petite poupée. C'est pour ça qu'on a baptisé la maison la chaumière de l'épouvantail. Mais on a construit toutes sortes de différentes maisons. Le bureau de Monsieur Ecker, par exemple, je l'ai construit avec des choses que l'on jette après s'en être servi. Vous savez à quel point j'aime recycler les objets. Pour faire les murs, j'ai utilisé de vieux pneus remplis de terre, des canettes de soda et toutes sortes de choses encore. Je me suis même servi de vieux bambous pour faire les gouttières et les tuyaux. Ensuite, on a recouvert les murs avec une matière spéciale appelée de l'argile compactée. Et quand le bureau a été terminé, tout le monde a été ravi du résultat. Regardons ensemble d'autres maisons. Il existe plein de maisons différentes. Celles-ci sont de grandes maisons familiales, avec plusieurs pièces, un garage pour les voitures et un jardin pour les enfants. Cette maison-là doit abriter une grande famille. Ces maisons-là ont été construites autour d'un grand lac. Celles-ci sont beaucoup plus petites. Elles se trouvent au milieu d'une grande ville, là où les gens vivent plus près les uns des autres. Ces maisons-là sont vraiment spéciales. Elles ont un toit en forme de demi-cercle. Dans le monde, les gens habitent dans des maisons très différentes. Et dans les grandes villes, la plupart des gens vivent dans des gratte-ciel. Ce sont des immeubles particulièrement hauts et grands. Rock'n'roll! Oh, j'étais loin de me douter qu'il existait autant de maisons différentes. Je sais, Rouleau. En voilà encore une autre. Je vais vous montrer un film sur des enfants qui ont construit une maison. Mais où est-elle? Oh, mais c'est une toute petite maison. Je me demande qui va bien pouvoir habiter dedans. Quelqu'un qui boit dans cette gamelle. Mais bien sûr, c'est un chien. Il s'appelle Bugsy. Et cette maison va devenir sa niche. Une seconde. Il y a un problème. Pardon? Bugsy aimerait changer la couleur de sa maison? Oh, je vois. Il aimerait qu'elle soit de la même couleur que son collier. Rouge. Les enfants vont peindre la niche pour qu'elle soit rouge. Comme le collier de Bugsy. Ils mettent la niche sur du papier journal pour qu'il n'y ait pas de peinture rouge sur le sol. Voilà la peinture. Les enfants portent des habits spéciaux. Comme ça, leurs mamans ne se fâcheront pas s'ils se salissent. Pour commencer, ils versent la peinture dans ces bacs. Et maintenant, ils se servent de pinceaux pour peindre la niche. Ils utilisent de gros pinceaux pour peindre les grosses surfaces. Et des petits pinceaux pour peindre les petites surfaces. Et voilà, c'est terminé. On dirait que Bugsy adore sa niche rouge, mais il ne peut pas encore en profiter. La peinture n'est pas sèche. Bugsy va devoir attendre un peu. Oui, je sais, ça prend du temps. Maintenant, c'est sec. Bugsy peut aller à l'intérieur. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Bugsy. Et voilà, Rouleau. Maintenant, tu sais comment on doit construire une maison. Je crois que tes amis oiseaux veulent que tu leur rafraîchisses la mémoire. D'accord. Vous êtes prêts? On récapitule tout depuis le début. C'est pas très compliqué.
Comment construit-on une nouvelle maison? Restez, on va vous expliquer. On passe au toit, on le pose sur les murs. La charpente en bois, y a rien de plus sûr. On met des tuiles, ça c'est facile. La maison finie, c'est le paradis. On récapitule tout depuis le début. C'est pas très compliqué. Comment construit-on une nouvelle maison? Restez, on va vous expliquer. Il y en a de toutes sortes et pour tous les goûts. Quant aux matériaux, on prend tout ce qu'on trouve. Que ce soit des pneus ou bien de la paille, ça importe peu, salut l'épouvantail! Une seconde, Bob. C'est pas une maison, ça. C'est une aire de jeu. Cui-Cui demande si les gens habitent aussi dans les aires de jeu. Non, Rouleau. Quel que soit l'endroit où l'on vit, c'est agréable d'avoir des lieux sympas à côté. Comme une aire de jeu, par exemple. Les oiseaux aimeraient savoir comment on construit une aire de jeu. C'est très simple. C'est mon père qui a construit celle-ci, à côté de ce grand arbre. Il voulait que les enfants de la vallée des tournesols aient un endroit pour jouer. Il s'est inspiré de l'aire de jeu où j'allais quand j'étais petit. Pour commencer, papa a fabriqué une bascule avec des morceaux de bois. C'est réussi, non? En tout cas, Sabine et Sylvain l'ont adoré. Surtout que mon père a voulu tester la solidité en montant dessus. Deux petits écureuils se sont bien amusés eux aussi. Ensuite, papa a construit toute une structure et il s'est aussi servi de bois. Il a ajouté des échelles comme celle-ci et des filets en corde. Il a installé la structure tout autour de l'arbre et à la fin, il a aidé Sabine et Sylvain à en tester la solidité. Il a même construit un pont de singe. Regardez. Pour terminer, papa s'est servi d'un équipement de chantier pour faire un toboggan. Normalement, on s'en sert pour jeter des briques ou des morceaux de ciment quand on démolit un bâtiment. Mais ça fait aussi un toboggan du tonnerre. La preuve. Évidemment, papa a voulu vérifier lui-même la solidité du toboggan. Il existe toutes sortes d'aires de jeu différentes, tu t'en doutes. Mais on les construit toutes à peu près de la même façon. Je vais te montrer. Pour construire une maison, il y avait 3 étapes. Eh bien, pour construire une aire de jeu, c'est pareil. Étape numéro 1, les équipements. Étape numéro 2, la surface. Étape numéro 3, les barrières. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Oh, bonjour petit camion. Tu es venu pour nous aider? Parfait. Laisse-moi réfléchir à ce que tu pourrais faire. Pas la peine. Qu'est-ce qu'il mijote? On va rapidement le savoir. Bon, commençons par la première étape, les équipements. Autrement dit, le toboggan, les balançoires et toutes les choses que l'on trouve dans une aire de jeu. Le toboggan et les balançoires doivent être fixés dans le sol pour éviter de basculer quand un enfant monte dessus. C'est pour cela que l'on creuse ces trous. Regardez. Mais il faut rajouter quelque chose de dur et de solide pour que ça reste bien dans le sol. Du béton, bien sûr. Une fois que le béton aura séché, ces poteaux resteront bien en place. L'étape numéro 1, à savoir les équipements, est terminée. On passe à la seconde étape, la surface. Ce qu'on appelle la surface, c'est le sol de l'aire de jeu. Cette surface-là a été faite avec des copeaux de bois. Ce sont de tout petits morceaux de bois très fins. Et si vous tombez dessus, ça amortira votre chute. Et maintenant, la troisième étape, les barrières. On installe des barrières tout autour de l'aire de jeu pour que les enfants se sentent en sécurité. Et voilà, c'est terminé. Oh, rebonjour petit camion. Tu arrives un peu trop tard. L'aire de jeu est terminée. On a déjà fait les 3 étapes. Les équipements, la surface et les barrières. Il manque quelque chose. Désolé, mais ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je vois. Il manquait les enfants qui vont jouer dans l'aire de jeu. Bien sûr, tu as raison. Tu es allé les chercher. Bravo. Merci, petit camion. Tu nous as bien aidés.
Beau travail. Donc, premièrement, les équipements. À votre avis, il nous faut quelle machine? Je vais vous montrer un autre petit film sur mes chères machines. Il va nous falloir une machine pour nous livrer les équipements. Lui, c'est qui? Exact, c'est Packer. Pour aller chercher et livrer toutes sortes de choses lourdes, c'est un véritable champion. Dans la vallée des tournesols, c'est lui qui s'occupe de livrer les produits qui sont fabriqués ou cultivés sur place. Et quand il est en ville, il en profite pour charger du matériel dont on a besoin et il nous le livre dans la vallée. Il sera parfait pour nous apporter les équipements de notre aire de jeu. Il va aussi nous falloir une tractopelle. Quand on construit une aire de jeu, il faut creuser des trous pour les toboggans et les balançoires. Une tractopelle comme Scoop ou un camion pelleteuse comme Ben. Il n'y a pas meilleur qu'eux pour creuser des trous. Je ne vois pas comment je pourrais construire une aire de jeu sans eux. En plus, le travail ne leur fait pas peur. À mon avis, il faut aussi que je prenne un expert en ciment comme mon ami Tourneboule. Il va bien nous aider. Tourneboule est capable de préparer de petites quantités de béton ou de ciment pour mettre dans les trous. Et en plus, il travaille vite. Tourneboule est vraiment très doué. Regardez tout ce qu'il a déjà fait pour moi. En plus, il est incollable sur le béton. Il sait qu'on ne doit surtout pas le toucher tant qu'il n'est pas sec. Voilà pourquoi il roule sur ses planches pour ne pas toucher le béton. C'est bien, Tourneboule. Maintenant, partons sur un vrai chantier. Voilà une aire de jeu terminée. Regardez-moi tous ces équipements. Et regardez cette surface moelleuse pour amortir les chutes. Là aussi, on a mis des barrières autour. Comme ça, les enfants ne craignent rien. Allons voir comment on fabrique tous ces équipements. Ici, nous sommes dans une usine. Ces choses jaunes et vertes à gauche, ce sont des toboggans. Et voilà justement quelqu'un qui fabrique des équipements. Il scie du bois pour qu'il soit à la bonne taille. Il fait aussi des trous dedans pour pouvoir ensuite assembler les éléments. Chaque élément doit avoir la bonne forme et la bonne taille. C'est très important. Ce morceau doit avoir des bouts arrondis. C'est pourquoi ce monsieur utilise une scie spéciale pour lui donner la bonne forme. Quand les éléments ont été fabriqués, on passe ensuite une couche de vernis. Le vernis, c'est une sorte de peinture un peu spéciale qui empêche l'eau de passer. Une fois que le bois a été verni, il est protégé de la pluie et de la neige. Le vernis a séché maintenant. Tout est prêt. Les ouvriers chargent les différents éléments dans un camion de livraison, exactement comme Packer. Ça y est, on peut partir. Ensuite, les éléments arrivent à l'endroit où l'on va installer l'aire de jeu. Cette chose jaune-là, c'est le toboggan. Ensuite, il faut assembler tous les éléments les uns avec les autres. Il faut les visser et s'assurer que l'ensemble tienne bien. Des tas d'enfants vont jouer sur cet équipement, alors il faut que l'ensemble soit très solide. Il demande s'il existe des aires de jeu pour les oiseaux. Je n'en ai jamais vu en tout cas, mais c'est possible. Bon, passons à l'étape suivante. Tu te rappelles ce que c'est, n'est-ce pas? Voilà un indice. Il y a dans ces sacs quelque chose qui se met sur le sol et qui empêche les enfants de se faire mal quand ils tombent. Regardez-moi tous ces sacs. Ils ont été livrés par un autre camion de livraison. Ces hommes vont les porter jusqu'à l'aire de jeu. Vous savez ce qu'il y a dans ces sacs, non? C'est plein de petits morceaux de bois appelés des copeaux. Les copeaux de bois sont souples. Voilà pourquoi on les utilise pour tapisser le sol d'une aire de jeu. Ça donne une surface un peu molle. C'est l'étape numéro 2.
on pose une surface qui amortit les chutes des enfants. On va avoir besoin de beaucoup de sacs, car l'aire de jeu est grande. Il faut vérifier qu'il y a des copeaux partout sur toute l'aire de jeu. Comme ça, on est sûr que les enfants ne se feront pas mal en jouant ici. Chacun de ces sacs est rempli de copeaux de bois. Regardez, on en met partout, même sous les équipements. Et si un enfant tombe, il aura l'impression d'atterrir sur un matelas. Et il ne se blessera pas. C'est bien. Rajoutez-en encore un peu, il en reste plein. La deuxième étape est presque finie. Il ne reste plus qu'à vider les derniers sacs de copeaux. On se sert de piquet pour fixer le cadre qui délimite la surface avec les copeaux. De cette façon, les copeaux de bois restent bien en place. Maintenant, il reste encore à bien étaler les copeaux pour être sûr qu'il y en a bien partout. Pour cela, on utilise un râteau un peu spécial. Cet homme aide son collègue en se servant de sa pelle. C'est important qu'il y ait des copeaux partout, alors il vérifie bien. Les enfants doivent pouvoir venir jouer ici en toute sécurité. Ça y est, tous les sacs sont vides. Les copeaux de bois ont été étalés sur toute la surface de l'aire de jeu. Du coup, le sol est très moelleux. Les enfants qui viendront ici pourront jouer en toute sécurité. Qu'est-ce que vous dites de ça, les oiseaux? Hé, les oiseaux! Parti. Oh! Oh! Oh non, tout va bien, Bob. Je les entends chanter. Ils sont là-bas. Bien, parce qu'il reste encore une dernière étape à regarder. Alors, on y va. Je vais vous montrer ce qui se passe une fois que les équipements ont été installés et la surface recouverte de copeaux. Cet homme regarde sur son plan pour savoir ce qu'il doit faire. Voilà le dessin de l'aire de jeu qu'il doit construire. La dernière étape consiste à poser une barrière. C'est important d'en mettre une tout autour pour que les enfants soient en sécurité. Ces hommes n'ont pas terminé d'installer ce toboggan. Vous avez vu cette forme en colimaçon? Ça doit être amusant de glisser là-dessus. Cet équipement est fait avec du métal, pas avec du bois. Ces hommes vont se servir de béton pour fixer ce poteau au sol. Oh, regardez! Voilà comment on prépare du béton. On le verse dans le trou et quand il sera sec, il deviendra très dur et le poteau ne bougera plus. C'est malin, hein? Et voilà la troisième étape, la pose de la barrière ou du grillage. Ça prend du temps, car on procède morceau par morceau. Et voilà, c'est terminé. On s'est servi de cette pelleteuse pour construire l'aire de jeu. Et maintenant, elle retourne au garage. Je vous repasse le film en accéléré. Maintenant, je vais vous montrer un autre film. Voilà une autre aire de jeu. Et eux, ce sont les enfants qui vont la tester. Vous voyez ces têtes avec un petit sourire? Ça veut dire que les enfants ont aimé. Vous voyez ces têtes avec un grand sourire? Ça veut dire que les enfants ont adoré. Premier test, la balançoire. Elle a l'air de bien aimer. Oh, regardez! Elle se balance de plus en plus haut. Et plus elle va haut, plus elle s'amuse. Apparemment, les enfants adorent cette balançoire. Test suivant, la bascule. Pour l'instant, ils aiment bien sans plus. C'est parce qu'il faut être deux pour s'amuser sur une bascule. Comme ça, c'est mieux. Ah, voilà la tête avec le grand sourire. La petite fille adore. Le petit garçon aussi. Dernier test, le toboggan. Oh,
Oh, je crois qu'il l'adore. Ça a l'air amusant. Attention, tout le monde descend presque en même temps. Et quand on s'amuse avec des amis, c'est encore plus chouette. Les oiseaux reviennent, Bob. Mais qu'est-ce que vous faites? Je peux savoir? Vous jouez dans votre aire de jeu. Il se balance sur cette petite branche. Oh, ça a l'air amusant. Ce n'est plus un arbre, c'est une balançoire pour oiseaux. Oui, il existe plein de sortes d'aires de jeu différentes dans le monde. Une fois, j'ai même construit un skatepark dans la baie. Voilà les plans, justement. Un skatepark, c'est un endroit où les gens peuvent faire du skate ou du roller. Il y a des collines et des rampes pour faire des figures ou rouler plus vite. Il m'a fallu beaucoup de béton pour le construire. C'est à cette occasion que j'ai engagé Tumbler, d'ailleurs. Pour ce qui est de préparer et transporter du béton, Tumbler est un champion. Pour commencer, on a délimité l'emplacement du skatepark avec de la corde et des piquets. Ensuite, Scoop et Ben ont dû creuser pas mal de trous. Et j'ai eu une bonne idée. Je me suis servi de la terre pour faire les petites collines. Puis, Rouleau nous a rejoints et il a aplani le sol. Ensuite, Zoé et moi, on a fabriqué de grosses charpentes en bois. Coxigru nous a aidés à les mettre en place. Ensuite, on les a recouverts de tissu et de grillage et on a pu passer à l'étape suivante. Sur ce film, vous voyez bien les formes des rampes et des collines. À l'époque, tout le monde avait hâte que l'on finisse. Mais il restait encore du travail dans un skatepark. Le sol doit être très dur et plat pour que les enfants puissent rouler avec leur skate ou leur roller. Donc, on a tout recouvert avec du béton grâce à l'aide de Tumbler et de tourneboules. Ils en ont mis partout. Quand le béton a été sec, j'ai peint toute la surface et on a pu en profiter. Bien sûr, c'est Tourneboule qui l'a inauguré. Il nous a épatés. Et maintenant, je vais vous montrer un autre film. Ça devrait vous intéresser. Voici des enfants qui s'amusent dans un autre skatepark. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec un skate. Regardez. Par exemple, on peut rouler sur une rampe. Démonstration. On peut aussi monter sur des rails. En réalité, on peut faire toutes les figures que l'on veut. On s'amuse énormément dans un skatepark. Oh, c'était très intéressant. Merci. Bob? Je ne sais pas du tout où il est parti. D'abord, c'est vous qui disparaissez et maintenant, c'est Bob. Pardon? Vous voulez que je chante une chanson sur les aires de jeu en attendant que Bob revienne? On récapitule tout depuis le début. C'est pas très compliqué. Vous êtes très chanceux, on va vous montrer comment bâtir une aire de jeu. Et pour commencer, il faut des équipements pour se balancer, s'amuser ensemble. On s'occupe du sol pour les petits enfants. La sécurité, c'est vraiment important. On récapitule tout depuis le début. C'est pas très compliqué. Vous êtes très chanceux, on va vous montrer comment bâtir une aire de jeu. C'est pas terminé, on pose un grillage, on n'oublie pas l'entrée. Comme ça, les enfants s'amuser sont bien sages. On joue comme des fous, il y en a pour tous les goûts. Bob a pensé à tout. Merci à tous. Oh Bob, te voilà. Oui, regarde ce que j'ai trouvé dans l'atelier. C'est joli, non? Merci, Scoop. Merci, Tourneboule. Pas de problème, Bob. De rien, voyons. Vous vous rendez compte, les oiseaux? Aujourd'hui, vous avez eu un cours sur la construction des maisons et des aires de jeu. Et vous voilà avec une maison toute neuve rien que pour vous. Et un arbre qui vous sert d'aire de jeu. Rock'n'roll. Au revoir, les amis. À bientôt.
À chaque signal d'alarme, Sam est toujours cool et calme. T'es coincé, alors crie fort. Pour t'aider, il est très fort. Ne t'affole pas, le pompier Sam, il te délivrera. Le pompier Sam, c'est le plus courageux. Sam, c'est le héros qu'on veut. Sans la moindre hésitation, son équipe te retrouvera. Elle a pour seule mission de nous sauver pas à pas. Ne t'affole pas, le pompier Sam, il te délivrera. Le pompier Sam, c'est le plus courageux. Sam, c'est le héros qu'on veut. Anniversaire surprise. Bonjour, bon anniversaire. Oh, le gaz, l'électricité et le téléphone. Pas la moindre carte d'anniversaire. Et même Sarah et James l'ont oublié. C'est moi qui ai fait la plus jolie carte d'anniversaire. Il va être très excité de recevoir toutes ces cartes. Et tous les cadeaux qu'on lui a faits. Mais dites-moi, il ne va pas être surpris de la fête d'anniversaire? Si, et c'est pour ça que c'est une fête surprise, Elvis. Ah, d'accord. Bon, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est décorer la salle de gym. Ce qui veut dire que... On doit tout faire pour éloigner Sam d'ici. Je peux le faire, je peux le faire. Très bien. Mais souviens-toi surtout, ne le laisse pas revenir à la caserne avant 1 heure. D'accord. On m'a confié un travail super important. Ça, c'est ce qui arrive quand on est très intelligent. Mais c'est pas dangereux, au moins. Non, maman. Je dois empêcher Sam de rentrer à la caserne avant que tout soit prêt pour sa fête surprise. Oh, et on aura aussi besoin de bougies pour le gâteau. Des bougies magiques? Elles se rallument toutes seules? Justement, il faut que tu le précises à Bella. On veut tous que sa fête soit bien réussie et sans problème. Oui, maman. Ce gâteau a l'air excellent. Tu veux que j'en mange un peu pour être sûr? Non, merci, pas la peine. Tu as les bougies? C'était les plus jolies. Sauf que maman a dit qu'il fallait bien faire attention parce que... Mamma mia, il arrive. Salut, ça va? Et comment tu te sens? Très bien, merci. Et tu vas où maintenant? Eh ben, je retourne à la caserne. Et toi alors, dis-moi où tu vas comme ça? J'ai promis de promener le chien. Et voilà, un café noir bien chaud. Je me demande bien ce que Norman voulait me dire à propos des bougies. Oh, le voilà. Oh, Sam, le chien est tombé dans la fontaine. Il ne sait pas nager. Il n'a pas à nager, la fontaine est bien trop petite. Oh, et je croyais que tu parlais du chien, pas de toi. C'est ça. Mais je l'ai sauvé. Très bien. Maintenant que le chien et toi êtes sauvés, je peux retourner à la caserne. Je viens avec toi. Pas la peine, il vaut mieux que tu rentres chez toi te changer. Pas besoin. Ça y est, ils sont secs maintenant. Alors on y va. Désolée, mais je ne peux pas aller plus vite. Je me suis fait mal à la jambe en tombant. Il n'y a aucun problème, nous sommes arrivés. Oh, tu es là? Tu ne peux pas entrer. Mais pourquoi? Parce que... Parce que tu dois dire le mot de passe avant. Oui, c'est ça.
Le capitaine ne t'en a pas parlé? Nouvelle mesure de sécurité. Ne fais pas l'imbécile, je ne connais pas le mot de passe. Tu peux le deviner? Très bien. Fontaine? Non. Café noir? Non. Vite, vite, Sam est à la porte. Il faut qu'on cache tout ça avant qu'il le voie. Mouton? Correct. Oh. Eh bien, après tout ça, j'ai besoin de faire une séance de gym. Non, ne fais pas ça. J'ai quelque chose à te montrer d'abord. Vite, allez, quelqu'un est en danger. Tu vois? Elle est là. Tout s'est écroulé sur elle et elle est coincée. Penny? Penny? Oui? Mais qu'est-ce que... Norman? Il y a quelque chose de pas normal ici. Oh. Qu'est-ce que tu as maintenant? Je me sens bizarre. Je crois que je me suis fait mal à la tête en tombant. Je croyais que c'était ta jambe. Non, ma tête, ma tête. Oh. Il vaut mieux être prudent, on va te ramener chez toi. Apparemment, il faudrait faire attention avec ces bougies. On devrait peut-être les tester. D'accord. Et après, on pourra mettre le reste quand on emportera le gâteau à la caserne. Vas-y, à toi de souffler dessus. Bravo! Maintenant, il faut qu'on s'occupe des sandwichs. C'est très gentil de l'avoir accompagné. Je vais appeler l'infirmière tout de suite. Très bien, on vous laisse alors. Au revoir. C'est bon, maman, je faisais semblant. Comment? Mais pourquoi? Je devais empêcher Sam d'entrer dans la salle de gym. Il est quelle heure maintenant? Il est presque 1h. Enfin, c'est l'heure de la fête! Oh non! Mince, j'ai pas prévenu Bella pour les bougies. Oh, je vais d'abord goûter à ces petits biscuits. Non, arrête! C'est pas pour toi! Non, va-t'en! Zut! Bella! Au secours! Mamma mia! Vite, tout le monde dehors! Il y a le feu au café de Bella. Ben allez, on y va. Bien derrière. Ouvre la vanne. Ça y est, c'est fait. Ça y est, le feu est éteint. Merci beaucoup. Très heureux de te rendre service. Mais voilà ce qui arrive quand on laisse des bougies allumées. Oh, c'est bizarre. Je croyais qu'on les avait éteintes. Désolée, je devais te prévenir que ces bougies ces bougies étaient spéciales. Tout ça n'a plus d'importance. C'était un accident, après tout. Le gâteau est brûlé. C'était pour qui, de toute façon? Sam! Oui? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Viens par ici. Surprise! Joyeux anniversaire! J'étais persuadé que vous aviez tous oublié. Bien sûr que non. On t'a fait des cartes et tout plein de cadeaux. Et moi, je devais t'empêcher d'entrer ici par tous les moyens. Eh, mais c'est un boulot que tu as très bien réussi. Alors allumons-les, hein? Et un très joyeux anniversaire à toi, mon grand. Allez, souffle. Merci à vous tous.
Mais c'est pas possible. Tu dois être vraiment vieux. Tu n'as même pas assez de souffle pour éteindre toutes tes bougies.